Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire ce matin. Pourquoi faut-il des fonds d'allocation dans les prochains mois? Nous allons d'abord commencer par un point macro, un panorama de l'économie mondiale par Éric Bourguignon, que vous connaissez tous très bien. Et par la suite, nous avons la chance d'avoir ce matin José Antonio Blanco, qui est responsable des gestions multi-assets et actions chez Swiss Life Asset Managers. Eh bien, écoute, Eric, j'avais dit 0,5, nous y sommes presque. Je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire un point sur la macro. Je vais essayer de vous passer les slides en direct. Voilà. Donc, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'après un mois d'avril et début mai catastrophique au niveau économique, on assiste depuis ce creux conjoncturel à un rebond tout à fait certain de l'activité économique sur l'ensemble de la planète. Alors, pour illustrer ça, je vous ai mis en introduction un graphique qu'on appelle l'indice PMI composite. C'est un indice qui a beaucoup de vertus puisque cet indice PMI, qui est d'ailleurs calculé sur l'ensemble des zones géographiques du monde, est très facile à interpréter. Lorsqu'il est au-dessus de 50, eh bien, il veut dire que la zone concernée est en phase d'expansion, alors que lorsqu'il est sous les 50, cette zone est en phase de ralentissement, voire de récession. Alors, comme vous le voyez sur cet indicateur, eh bien, l'indice PMI mondial, l'indice composite mondial, s'est effondré, donc, comme je le disais, au mois de mars, et le dernier chiffre connu de mai montre qu'il connaît un rebond absolument certain, fort. Néanmoins, il reste dans la zone dangereuse, j'ai envie de dire, sous la frontière des 50. Alors, ce phénomène mondial se lit aussi bien dans le secteur des services que celui manufacturier. C'est ce que montre le petit graphique à côté en haut à droite. C'est un indice PMI là, sectoriel au niveau mondial. Et puis, on voit que le phénomène, à la fois le choc conjoncturel colossal et le rebond que l'on connaît, se lit aussi bien dans les pays développés que dans la zone émergente. C'est le graphique du dessous. Alors, maintenant, si on regarde zone géographique par zone géographique, on voit que la zone euro suit tout à fait le même chemin. Vous avez à gauche l'indice PMI, alors non seulement le composite, qui concerne l'ensemble de l'économie européenne, mais également le sous-indice manufacturier et celui des services. On voit que les trois indices rebondissent simultanément. On voit également que, bien sûr, l'indice manufacturier qui avait moins baissé que son équivalent dans les services rebondit moins, mais on voit en tout cas que tout est en phase et que clairement la zone euro connaît un vif rebond de l'activité, quoiqu'elle se situe toujours en zone de ralentissement, puisque l'indice est toujours sur le niveau des 50. Alors, autre indicateur récent qui traduit ce regain d'activité, ce regain de confiance, eh c'est justement la confiance des consommateurs européens qui elle-même avait plongé quasiment à des plus bas historiques et qui, dernier indice connu, rebondit sensiblement. Dans la zone euro, on voit que les grands pays, à commencer par la France, eux aussi suivent cette évolution. La France, en effet, a été extrêmement impactée par la crise du coronavirus. Vous voyez le graphique de PIB de la France à la fois en évolution trimestrielle, ce sont les barres, et en évolution annuelle glissante. On voit que les deux indicateurs sont absolument catastrophiques. Par ailleurs, sur le tableau qui est juste à côté, vous avez les prévisions de croissance dans les grands pays anticipées par Consensus Economics. On voit que la France, en 2020, c'est l'histogramme en noir, devrait subir, avec 9,7%, le recul le plus marqué des grands pays industriels. Et néanmoins, elle connaîtra en 2021, selon ses prévisions, un rebond de 7% qui, lui, se situe plutôt en tête de peloton.
Donc la France était très impactée, mais là aussi, la France semble connaître un vif rebond de son activité, comme le révèle l'indice PMI qui est dans la partie inférieure du graphique, de la page, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qui se passe au niveau de la zone euro, on voit que l'indice PMI en France, lui, est repassé au-dessus des 50, ce qui semblerait dire que notre pays, lui, est désormais vraiment en phase d'expansion. Il a renoué avec cette phase. Il est vrai, encore une fois, qu'il avait été extrêmement impacté. En ce qui concerne l'Allemagne, deuxième grand pays européen, là, l'Allemagne, comme vous le savez, est d'abord une économie qui se distingue par son industrie. Et bien, cette industrie a connu un choc absolument jamais observé dans ce pays, avec un recul du PIB sur un an glissant qui a atteint au moins 25% au plus fort de la crise. Alors, en Allemagne également, les dernières enquêtes, que ce soit ce qu'on appelle l'indice ZEW, c'est une enquête auprès des entrepreneurs allemands, l'indice IFO, qui est un indice un peu du même genre, ou les indices PMI, eux aussi convergent tous pour nous dire que l'Allemagne connaît probablement un vif rebond de son activité après avoir été extrêmement touchée par le choc que l'on vient de connaître. En ce qui concerne les États-Unis, là aussi, les commentaires sont un peu lassants puisqu'ils se ressemblent zone par zone. Mais là aussi, c'est clairement le rebond qui est à l'œuvre. L'indice PMI américain connaît cette forme en V que l'on vient d'observer en zone euro et dans les grands pays de la zone. Alors, il y a un indice qu'on appelle l'indice ISM, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un peu un indice du même genre que l'indice PMI. Alors, lui, on voit que le rebond est moins marqué selon cet indicateur, mais en tout cas, il confirme que le point bas de la conjoncture a été franchi. Vous avez récemment un indice calculé par la Banque centrale de New York, la Fed de New York, qui lui aussi a surpris par sa vigueur, puisqu'il a quasiment retrouvé son niveau d'avant-crise. Donc ça, c'est un indicateur très encourageant. Alors ça, c'est côté entreprise. Côté ménage, on a aussi une salve d'indices tout à fait satisfaisant. Alors vous vous souvenez qu'on avait eu au niveau du marché de l'emploi américain un effondrement de l'emploi, une envolée du chômage qui est reflétée dans le graphique en bas à gauche de cette page, hein, puisque à peu près 25 millions de nouveaux chômeurs avaient été enregistrés au mois de mars. Eh bien, les derniers chiffres connus de l'emploi, avec une certaine surprise, ont connu un très vif rebond avec des créations nettes d'emplois. Là, on attendait encore de nouvelles destructions et un taux de chômage qui a sensiblement rebaissé. Alors, cette amélioration de l'emploi a sans doute contribué à provoquer un rebond de la confiance des consommateurs américains. Alors, c'est fondamental, ça va aux États-Unis, parce que la consommation, c'est les 2 tiers du PIB. Donc, quand le consommateur va mal, ben, l'économie américaine va encore plus mal. Et quand le consommateur retrouve le chemin des magasins, eh bien, l'économie repart. Donc, c'est une très bonne chose de voir que le consommateur américain retrouve le moral. Et ça s'est traduit par des chiffres de vente de détail au mois de mai, les derniers chiffres connus, qui ont été extrêmement fortes. Alors, même si sur un an, elles sont toujours en recul, le chiffre qui est sorti en mai était beaucoup plus fort de très loin par rapport à ce qui était attendu par l'ensemble des économistes. Donc, ça veut dire que le moteur de la consommation américaine, à ce stade, semble être parti fortement. En Chine, dernier grand moteur de la croissance mondiale, alors vous vous souvenez que la Chine avait été le premier pays impacté par le coronavirus, le premier pays à prendre des mesures fortes. C'est également le premier pays à repartir puisque on le voit dans l'indice PMI composite chinois, en haut de la page, qui lui, il est franchement au-dessus des 50. Et les derniers chiffres connus qui n'apparaissent pas dans le graphique parce qu'ils sont sortis très récemment confirment ce rebond vif de l'indice PMI. Alors ça se retrouve dans le secteur industriel chinois. Vous voyez la forme de la production industrielle en glissement annuel avec ce rebond confirmé au mois de mai. Et puis également un rebond de l'investissement et des ventes de détail. Néanmoins, dans ces 2 domaines, on voit qu'on reste toujours sur un an glissant, sous les 0%. Donc, on est toujours en phase de recul sur un an glissant dans ces deux domaines en Chine. Alors, il faut bien comprendre que ce rebond généralisé de l'activité doit beaucoup, bien sûr, à la fin des confinements plus ou moins
adopté dans la plupart des pays. Mais évidemment, le rebond doit aussi énormément aux mesures de relance qui ont été adoptées dans tous les pays, des mesures inouïes, on n'avait jamais vu ça dans un délai aussi rapide, à commencer par des mesures budgétaires qui se sont traduites par une envolée inouïe des déficits budgétaires. Alors pour illustrer ça, j'ai pris les situations budgétaires de 9 grands pays mondiaux. Vous avez les déficits de 2019, à fin 2019 de ces pays, et à droite, vous avez les déficits anticipés compte tenu des mesures adoptées, de celles qui le seront d'ici la fin de l'année en 2020. Alors, le graphique parle de lui-même, je ne vais pas tout détailler, mais prenez le cas américain. Ce pays qui avait 4,7% de déficit en 2019 devrait atteindre plus de 16% de déficit en 2020. C'est absolument inouï et ça donne quand même la mesure de la vigueur, de l'importance des plans mis en œuvre pour combattre la pandémie. Et ça explique aussi, encore une fois, comment la conjoncture peut aussi rapidement se redresser, ce qu'on n'avait pas observé, par exemple, après la crise financière dans des délais aussi courts. Alors, des politiques budgétaires, des déficits énormes, évidemment. Pour financer tout ça, eh bien, on a ressorti des placards un vieil outil, la planche à billets, méthode moderne. Autrement dit, les banques centrales ont été mises à contribution pour financer de façon illimitée, on va dire, l'ensemble de ces plans de relance, l'ensemble de ces déficits budgétaires. Elles ont également été mises à contribution pour alimenter le système bancaire en cash, en liquidité, pour que ce système puisse lui-même continuer de prêter aux entreprises, bien sûr, qui ont beaucoup souffert du confinement. Et là aussi, pour mesurer l'impact de ces mesures, leur importance historique, je vous ai mis 2 graphiques. Le premier, c'est le bilan de la Fed. Donc, à chaque fois que la Fed achète des titres d'État pour financer un déficit, évidemment, ça se traduit par une augmentation de ses actifs, donc de son bilan, dont la contrepartie est d'ailleurs de la création de monnaie, puisque ces achats des banques centrales sont financés par la planche à billets. Donc, où à chaque fois qu'une banque centrale prête de l'argent à une banque, eh bien c'est pareil, à l'actif du bilan de cette banque centrale, vous avez une augmentation des créances sur le système bancaire de la zone considérée, et en contrepartie, au passif, vous avez de la création de monnaie qui permet de financer ces crédits au système bancaire. Bref, le cumul de ces 2 formes d'action se sont traduits par une envolée incroyable du bilan de la Fed. Vous vous rendez compte que depuis la pandémie, donc depuis, on va dire 2 mois et demi, où ces choses ont été mises en place, la Fed a augmenté son bilan autant qu'elle l'avait fait entre la faillite de Lehman Brothers et la fin des mesures quantitatives que la Fed avait adoptées. Donc, autrement dit, en 5 ou 6 ans. Donc, en 2 mois, elle a fait autant qu'en 5 ou 6 ans. C'est absolument incroyable. Alors, la BCE, elle aussi, est entrée dans une logique de création monétaire inouïe pour financer, pour une même raison, les déficits budgétaires, financer le système bancaire. Et on voit l'accélération colossale, là aussi, de son bilan, alors, dans des proportions moindres que ce qui a été fait par la Fed, mais la BCE n'a pas dit son dernier mot. Comme vous le savez, elle a adopté plusieurs plans, notamment le PEPP, qui devrait se traduire par une progression très, très rapide du bilan de la Banque centrale, par des achats de titres, aussi bien au secteur public qu'au secteur privé. Donc, encore une fois, bien avoir en tête que cette reprise, elle est un peu sous perfusion, même encore une fois, si le déconfinement a été beaucoup. Alors, pour la suite, plusieurs scénarios sont possibles. Ce qui sera déterminant, à mon avis, ça sera le comportement des ménages dans la plupart des pays. Les ménages étaient confinés largement dans la plupart des pays. Néanmoins, ils ont continué à toucher des revenus, notamment parce que certains continuaient de travailler, mais ceux qui ne travaillaient pas ont été largement indemnisés, même aux États-Unis, pays connu pour, on va dire, son peu d'attrait pour les mesures sociales. Là-bas, les ménages américains ont également été largement aidés, ont même reçu des chèques de l'État. Bref, les ménages ont eu des revenus qu'ils n'ont pas pu dépenser puisque les pays étaient confinés. Donc, ils ont accumulé une épargne
quasi forcée, liée à ces revenus non dépensés. Alors, on retrouve cette manne dans la masse monétaire des pays considérés, puisque, comme vous le savez, la masse monétaire est essentiellement constituée des dépôts dans les banques. Donc, un ménage qui a eu son salaire viré sur son compte en banque, ça se reflète dans la masse monétaire. Donc, où je voulais en venir, c'est que vous voyez l'évolution de la masse monétaire américaine et de la masse monétaire en zone euro. Dans les deux cas, on a là aussi une incroyable envolée de cette masse monétaire, donc qui est une manne, qui est un trésor de guerre, je vais dire, accumulé par les ménages. Donc la question sera, est-ce que cet argent va servir à alimenter la dépense, l'investissement des ménages? Et si oui, en quelle proportion? La réponse à cette question dépendra la vigueur, l'accélération éventuelle de la reprise qu'on connaît actuellement dans la plupart des zones. Donc le scénario, on va dire, central, enfin que partagent beaucoup d'économistes, c'est que probablement que cet argent restera épargné en partie et que tout ne sera pas remis dans le circuit économique. Voilà. Donc, ce qui fait que on ne devrait pas assister comment dire, à un rebond de l'activité qui permettrait assez rapidement de retrouver le niveau de création de richesse, de PIB, que les pays avaient avant la crise. Pour être plus clair, on estime en moyenne, par exemple en zone euro, qu'il faudra bien 2 ans pour que le PIB généré par la zone euro retrouve le PIB de 2019. Donc, oui, il y a une reprise forte, peut-être plus forte même qu'on imaginait il n'y a pas si longtemps que ça. Néanmoins, le choc a lui-même été beaucoup plus violent que ce qui était attendu au début de la crise. Notamment en avril, on a vu des choses terribles en matière d'activité. Donc, malgré ce rebond fort, et peut-être encore une fois un peu plus fort que prévu récemment, on restera longtemps sous un niveau de croissance, de création de richesse inférieur à ce qu'il était avant la crise. Alors, concrètement, en termes de prévisions, je vous livre là les prévisions de notre groupe. Donc, elles sont très fraîches puisqu'elles viennent d'être publiées. Pour 2020, on voit en zone euro un recul de 6,3% du PIB, de 3,4% aux États-Unis, et on voit une croissance en Chine, néanmoins, de 1,3%, qui est toutefois très inférieure à la vitesse de croisière de la Chine, autour de 6% de ces dernières années, niveau de croissance qui était jugé il n'y a pas si longtemps indispensable pour maintenir la paix sociale dans ce pays. On verra bien ce que tout ça donne. Pour 2021, évidemment, le rebond sera vif, 5,9 en zone euro selon nos équipes d'économistes, 3,7% aux États-Unis et 8,4% en Chine. Mais encore une fois, ces rebonds ne permettront pas de retrouver le niveau de croissance qu'on avait avant cette crise. J'en ai terminé. Et si vous avez quelques questions à me poser, n'hésitez pas avant que je passe la parole à José Antonio. Et merci Eric. Écoute, pour le moment, visiblement, il n'y a pas de questions. Mais... Donc, je vais laisser la parole à José Antonio qui va donc vous expliquer un peu plus comment nous travaillons nos fonds multi-assets et l'intérêt aussi de ces produits. José Antonio, c'est à toi. Merci, Marie-Valérie. Oui, c'est correct. Les produits ont bien réagi dans cette situation. Mais avant de commencer, bonjour, merci d'attendre ce webinaire. Un préavis, comme vous sentez, vous entendez, le français, c'est pas réellement ma langue maternelle. Et peut-être je dis des choses qui sont pas claires. Alors, je vous réellement encourage à poser des questions parce que il y a des risques que vous ne comprenez pas. Je dirais de commencer avec la première slide, la première page sur la présentation. Alors, je crois la chose qui a surpris tout, c'était l'action récente du marché. La réaction à la situation de la pandémie a été extrêmement dramatique au commencement jusqu'à la moyenne à moitié de mars, mais après le marché, indépendant de ce qu'était
la situation économique, le chômage, le lockdown et tous ces trucs-là, on a réellement eu une réaction énorme et pas tous les marchés, comme vous pouvez voir, particulièrement dans le graphe sur les actions, les MSCI, pas tous les marchés sont retournés presque au niveau initial, mais en tout cas, il y a eu un rebond extrêmement fort. Et la question qu'on doit se poser maintenant est la suivante: qui est-ce qui a raison? Est-ce que ce sont les économistes qui ont raison, qui voient une situation qui est pas extrêmement mauvaise, comme je crois Eric a expliqué d'une façon très claire, mais une croissance qui va être faible en tout cas, ou le marché qui est extrêmement optimiste, spécialement le marché actionnaire. Et je crois que la façon meilleure pour analyser ça, c'est de se poser des questions. La première question est la question sur l'évolution économique future. Je crois qu'Eric a donné déjà beaucoup d'informations. Je me concentre sur trois choses. La deuxième, c'est la question sur qu'est-ce que le marché a compté, pourquoi le marché est si optimiste. Et puis, je crois qu'on doit se demander qu'est-ce que est l'évolution probable des fondamentaux financiers, par exemple les bénéfices des entreprises qui sont très importants pour l'évolution des actions, et qui sont les risques qui sont difficiles, qui doivent être considérés dans la gestion d'un portefeuille, mais qui n'est pas nécessairement escompté dans le marché. Et je dirais de commencer avec ce que sont c'est que la situation des prévisions économiques sur la prochaine page. Vous voyez un graphe qui est, je crois, très intéressant parce qu'il montre nos prévisions économiques pour l'année courante comparé à ce sont la dispersion des prévisions économiques chez toutes les maisons financières qui publient des prévisions. Et comme vous voyez, la dispersion c'est énorme, et ça signifie qu'au moment où on ne sait pas réellement ce que ça va passer au court terme, la situation est un peu difficile, un peu différent si on commence à regarder l'année 2021 ou après les années prochaines. Mais au moment, la situation c'est très compliqué parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, même au moins dans les générations qui sont actives au moment dans les marchés financiers et chez les économistes. Et on n'a pas des points de référencement pour faire des prévisions. L'autre chose qu'on voit, c'est que Swiss Life Asset Manager est dans le côté optimiste pour l'année courante. Et l'idée est très simple, la raison est très simple. La pandémie, au moins au court terme, dans le court terme, c'est un choc de l'offre. C'est un choc qui vient comme, on peut dire, par exemple, dans l'agriculture, les mauvais temps. C'est pas quelque chose qui est au moins au court terme structurel. Et ça signifie qu'une fois que ce choc est passé, normalement, on observe une réaction relativement rapide de rebond. Ça ne signifie pas qu'il y a des dommages qui sont permanents. Et la question, c'est plutôt une question sur la dimension de ce dommage permanent. Si, comme je montre la prochaine page, si on regarde les prévisions, et Eric a montré les numéros, on voit que la prévision que nous avons, c'est un rebond relativement rapide sur le court terme, mais après, par exemple, dans l'année 2021, la croissance va être plutôt modeste. Et en particulier, je veux aussi vous donner un peu
information que normalement on ne montre pas. Si vous voyez le petit graphe à droite, je pris comme exemple les États-Unis. Ce qu'on normalement montre, c'est le cas de base. C'est le scénario avec la probabilité la plus haut. Mais en même temps, il y a peut-être des surprises en positif, en négatif. Et on voit que si les surprises sont négatives, l'évolution peut être significativement plus faible. On aura un taux de croissance qui reste négatif. Et de l'autre côté, si par exemple on peut résoudre le problème du virus rapidement avec des médecines comme ça, la croissance peut être un peu plus rapide. Pour vous donner une idée, à ce moment-là, nous pensons que la probabilité de nos scénarios de base est à peu près 2/3 et le scénario le plus négatif en probabilité de 1/4 de 25%. Alors, le risque d'avoir une croissance beaucoup plus fort que la croissance que nous montrons comme notre scénario de base est très réduit. Alors, on parle d'un rebond à U, mais les marchés semblent se concentrer ou évoluer selon un scénario AV. Ça signifie avec un rebond qui est beaucoup plus rapide de ce que nous au moment où nous voyons. L'autre chose qui est importante, je crois, c'est le thème de l'inflation sur la page suivante. Eric a parlé beaucoup de l'intervention des banques centrales et une raison pourquoi les marchés ils ont réagi si positivement, si rapidement, c'est la combinaison d'une politique monétaire très active et très agressive, coordonnée globalement, et en même temps une politique fiscale avec des aides gouvernatives très importantes, avec des mesures contre le chômage, des crédits à taux zéro, etc. La question est, est-ce que ces interventions vont créer une inflation importante? C'est important spécialement pour les investissements en obligations parce que les taux d'intérêt reflètent d'une partie la croissance, mais d'autre côté, ils reflètent l'inflation attendue dans le futur. Et en voyant ces masses monétaires qui a été jeté et qui continue à être jeté versé dans le marché, le risque c'est d'avoir une inflation importante et ça signifie que si ça c'est le cas, que les taux ils montraient beaucoup et avec des pertes importantes dans les obligations. Et la réponse que nous donnons à ce moment, c'est que l'inflation n'était pas un problème avant parce que l'économie était en croissance, mais une croissance très, très faible. Et nous ne croyons pas que après le rebond, la situation va changer d'une façon significative. Ça signifie qu'en somme, nous attendons un rebond avec une croissance avec des différences régionales, mais avec une tendance positive, faible mais positive, et en même temps, nous n'avons pas nous temions pas l'inflation comme un problème significatif pour les marchés. Ça signifie que les fondamentaux économiques, ils sont optimistes, mais probablement pas aussi optimistes que le marché semble signaliser. D'autre côté, il y a des autres éléments. Je parlais au commencement des éléments qu'on regarde. Un élément, c'est sûrement la situation, les incertitudes liées à la situation médicale avec le virus. Et pour ça, on a créé comme je ne sais pas exactement comment on dit en français, mais comme une route, un tableau de route pour savoir où on est en termes de l'évolution de la lutte contre l'épidémie. Le tableau, vous le trouvez sur la prochaine page. On a défini des étapes qui, je ne les vois pas. Est-ce que... Ah, maintenant.
Et comme vous voyez, les étapes sont relativement claires. On commence avec la lutte immédiate contre le virus, le lockdown, le confinement, et puis on continue avec les actions de support et des préventions, ce qu'en anglais on appelait flatten the curve, la réduction des mesures pour réduire les infections au-dessous de 1. Et on a presque touché en positif toutes ces étapes. En Chine, en Europe et même dans le Royaume-Uni. On a des doutes sur les États-Unis parce que plus récemment, on a vu que les mesures de déconfinement qu'on a introduit ont créé une situation de croissance des cas de COVID-19. Et ça, c'est une chose qu'on doit observer très proche, mais en tout cas, la seule chose qui manque au moment, c'est une solution médicale. Et ça, c'est quelque chose qui on peut pas s'attendre avant de la fin de l'année. Parce que le temps que ça prend pour tester les médicaments, même si on a trouvé quelque chose, sont plus longs de ce que les marchés pensent ça soit normal. Alors, les progrès en matière de traitement, des vaccins et des tests, ce sont des nouvelles qui nous attendons seulement dans les derniers 3 mois de cette année ou même dans l'année prochaine. Ça signifie qu'on doit continuer à regarder très de proche l'évolution de l'épidémie et en particulier les résultats ou les conséquences du déconfinement, parce que une condition pour la reprise, le rebond économique et le rebond des marchés, c'est la normalisation en étape de la situation des secteurs économiques et un déconfinement qui n'a pas succès, où les infections et les conséquences des infections augmentent d'une manière incontrôlée, auront un effet très, très négatif. L'autre élément sur la page suivante qui est important et qui nous avions oublié pour un moment, mais je crois que ça retourne d'une force en force aussi parce que la situation avec la pandémie a créé aussi un problème politique pour le président Trump aux États-Unis. C'est le fait que cette année, c'est une année des élections présidentielles américaines et que en particulier le président actuel est une personne très, très particulière qui n'hésite pas à utiliser tout ce qu'il a pour être réélu. Et quand je dis il n'hésite pas, je veux le réellement souligner qu'il n'hésite pas à utiliser ce qu'il peut utiliser. Et ce qu'on voit est que la popularité de Trump qui était relativement stable, pas très haut, mais relativement stable, elle a collapsé, comment dire, oui. Elle a descendu de manière très significative comme conséquence du virus. Ça signifie que l'administration américaine probablement prendra des actions très importantes pour déflecter, pour laisser oublier aux citoyens les problèmes des réactions à la pandémie. En particulier, nous nous attendons une chose qui a déjà commencé par ailleurs, une augmentation des tensions et des conflits dans le commerce international, en particulier avec la Chine, mais même avec l'Europe. Et les raisons pourquoi ça c'est important, ce n'est pas seulement l'incertitude, mais aussi l'effet que ces mesures ont sur l'économie globale. Des restrictions plus importantes en ce moment auront l'effet de réduire même de plus
la croissance qu'on s'attend au niveau économique. L'autre question que je crois c'est important, c'est de comprendre ce que le marché a déjà escompté, parce que, comme vous savez, les marchés financiers, ils réagissent pas réellement à ce que ça arrive maintenant, mais ils réagissent à ce que ils s'attendent sur le futur. Et la réaction à court terme, normalement, c'est l'ajustement. Si on s'attendait à une chose et les nouvelles sont différentes, on doit réagir. Alors, c'est intéressant de voir ce que les marchés ont déjà escompté maintenant, aussi pour comprendre qu'est-ce que sont les possibilités des réactions si les nouvelles sont différentes. Je pris une sélection dans la page suivante des indicateurs. J'ai utilisé des indicateurs sur le marché américain aussi parce qu'il y a plus de choix. Le premier indicateur, c'est un indicateur de volatilité. Comme vous savez, on peut négocier et acheter et vendre la volatilité sur les marchés financiers parce que la volatilité, c'est un élément très important pour les options. Il y a même un index, le VIX, il y a un index aussi pour les marchés européens, le VISTOX, mais le VINDEX a une histoire plus longue. Et ce que je fais, je compare l'évolution dans la crise de 2008 avec ce qu'on a vu. Le jour zéro, c'est le jour où on a enregistré les valeurs plus faibles de la volatilité avant de la crise. Et ce qu'on voit, on voit dans ce tableau, mais même dans les autres, je compare aussi avec les crédits spread, la différence, le rendement qu'on obtient en plus de taux d'intérêt dans la dette des entreprises. Ce qu'on voit est que la réaction était extrêmement rapide, bien plus rapide au commencement en négatif, en dramatique, que ce qu'on a vu en 2008. Mais aussi elle était très rapide en termes de normalisation. Si on regarde la volatilité est, au moment est significativement plus haut que ce qu'elle était au commencement de cette période. Mais en même temps, on a vu que la vélocité de réduction du maximum qu'on a enregistré aujourd'hui était énorme. Le marché a digéré cette situation avec une rapidité incroyable. Et la même chose, on peut l'observer en termes des spreads, des obligations d'entreprise. On voit que, bon, premièrement, le niveau était réellement bas comparé à 2008 pour commencer, mais en même temps, il est monté très rapidement, mais il est déjà descendu très rapidement. Une chose qu'on doit peut-être tenir en compte, c'est que dans les obligations, il y a l'effet des banques centrales qui est très important parce que les banques centrales, ils n'ont pas seulement augmenté l'offre monétaire, la quantité d'argent et des crédits qui sont disponibles, mais en même temps, ils ont aussi commencé à acheter très agressivement des obligations, pas seulement des gouvernements comme dans le passé, mais aussi des obligations des entreprises. Pour exemple, le Fed, la Banque centrale américaine, a décidé de commencer à acheter même des titres dans le segment des high yield, une chose qu'on a, je crois, jamais vue avant. Et ça a aidé à réduire le taux de cette obligation. Une chose qui nous laisse un peu confus, c'est la valorisation des marchés actionnaires. Si vous regardez le graphique avec le PI, le Price Earning Ratio du marché mondial, ça c'est un Price Earning Ratio qui est construit sur les bénéfices passés, pas sur les bénéfices attendus. Vous voyez que le niveau est pas bas, était brièvement bas, mais c'est pas réellement très haut.
Et c'est une chose qui nous irrite un peu parce que normalement, dans cette situation, on s'attend à une PIE qui est très bas. Par exemple, si on regarde ce qu'on a vu dans 2008-2009, il y a une réduction très forte. Le PIB, après, il monte parce que les bénéfices n'arrivent pas, les bénéfices historiques, et puis son normalisme et retourne à un niveau bas. Et c'est une chose qu'on n'a pas réellement vue maintenant. Une possible réponse ou une possible raison pour ça, c'est que c'est trop tôt pour observer ça parce que ça prend du temps pour avoir les bénéfices. Et d'autre côté, que l'activité des gouvernements et des banques centrales qui ont fait des expériences en 2008 ont limité l'effet de cet effet qu'on a observé il y a un peu plus de 10 ans. Il y a un peu plus de 10 ans. José Antonio, oui. Allô, je me permets de te couper, mais quand on parle des PE aussi, là on est sur des moyennes finalement, on est sur la moyenne des PE du MSCI World, mais est-ce que tu veux pas, parce que bon, moi il me semble quand même qu'aujourd'hui quand on regarde secteur par secteur, on a quand même des secteurs qui sont sur des PE très élevés aujourd'hui et à l'inverse des secteurs comme l'industrie où on a des PE qui sont très bas. Donc on a une moyenne historique qui est dans le range, enfin le tunnel normal, mais pour autant il y a quand même des disparités assez fortes en fonction des secteurs, il me semble. Oui, ça c'est correct. En même temps, s'il y a réellement une crise généralisée, même s'il y a toujours un peu de dispersion, on s'attend que le PE, la moyenne, elle tombe. Alors, en tout cas, c'est surprenant. Et comme je disais, peut-être c'est un peu tôt pour analyser ça. Mais tu as complètement raison. Par exemple, les secteurs de l'informatique, ou certains secteurs de l'informatique, ils ont profité, ils ont des PE qui sont plus hauts, mais en même temps, ils ne sont pas outragement, ils sont pas excessivement hauts parce que ils ont des bénéfices qui ont augmenté aussi en même temps. Et de l'autre côté, il y a, si on prend les pires cases, par exemple, le secteur de l'énergie, dans le pétrole ou tout le secteur du voyage, tourisme et ce qu'on en anglais on appelle entertainment, où on a une situation de bénéfices très mauvais, on a un PE qui est très haut. Mais je crois que c'est important que, oui, il y a de la dispersion, il y a toujours de la dispersion dans une situation comme la situation actuelle. Je crois que tu as raison qu'on a une dispersion qui est même plus importante que normalement. Mais en même temps, si la situation économique était réellement si mauvaise, je m'attendrais à une PE qui est beaucoup plus bas de ce qu'on observe maintenant, qui est très moyenne. Je ne sais pas si je répondu à ta question. Oui, non, c'est parfait. OK. Alors, qu'est-ce qu'est notre opinion? Bon, nous utilisons des modèles, nous utilisons aussi nos cerveaux et notre expérience, mais commençons avec les signaux. Nous utilisons quatre modèles qui nous aident à prendre les décisions. Le premier, c'est un modèle qui est relativement trivial, qui mesure seulement l'évolution historique, le train du marché, de manière un peu plus sophistiquée, mais ça c'est l'idée. Le deuxième modèle qu'on appelle le modèle de business cycle est un modèle qui connecte l'évolution qui lie l'évolution des marchés avec l'évolution de l'économie. Et les deux derniers, le risk premium et l'evaluation, ce sont des modèles qui essaient de mesurer les valeurs fondamentales de manière différente, mais en même temps, de manière aussi pareille, les valeurs fondamentales
des classes d'actifs. Et ce qu'on voit est relativement clair. En même temps, premièrement, on voit beaucoup de signaux qui ne sont pas réellement utilisables dans le sens qu'ils sont neutrales. Et ça signifie qu'il y a beaucoup de dispersion, il y a beaucoup de volatilité et ça rend plus difficile de lire les données en ce moment. Mais d'autre côté, on voit que les crédits, les obligations des entreprises sont la seule catégorie qui, en ce moment, donne une situation qui est relativement stable, faiblement, relativement stable, positive. Si on regarde le train, si on regarde la situation économique, et si on regarde les niveaux des rendements relativement à ce que sont les fondamentaux financiers. Les obligations des gouvernements ne sont pas réellement très intéressantes. La seule raison pour les tenir, c'est d'un côté le fait qu'ils régissent toujours d'une manière défensive quand quelque chose arrive comme la crise. Cette fois-ci, c'était un peu surprenant parce qu'au commencement, on a eu la réaction opposée, mais avec le temps, ça normalisé. Et nous croyons que ça va continuer comme ça parce que les banques centrales vont garantir ça. Et d'autre côté, les actions ont une valorisation qui est faiblement positive, même si ce n'est pas très optimiste sur l'évolution des bénéfices. Mais d'autre côté, dans une situation économique comme on a maintenant, on doit réellement être très attentif et défensif parce que normalement les actions ne réagissent pas positivement dans cette scénario. Et une question qui nous rend un peu nerveux, c'est l'évolution des bénéfices. Dans la page prochaine, vous voyez aussi pour le S&P, je l'ai pris parce que la qualité des données, c'est meilleur et en même temps, c'est la même situation, je crois, chez tous les marchés à niveau global. Vous voyez la ligne rouge, c'est l'évolution de l'index de S&P 500 et les lignes rosées et grises sont l'évolution des bénéfices. La ligne grise, c'est les attentes des analystes mesurées par le service de Bloomberg. Et la ligne rosée, c'est l'évolution historique du dernier de 12 mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation très étroite qui n'est pas étonnante parce que c'est exactement ce que s'attend que l'évolution des marchés actionnaires reflète ce que l'évolution des bénéfices, parce que si on achète une action, on devient copropriétaire d'une entreprise et on participe aux bénéfices. Mais si on regarde sur la droite, ces relations sont coupées, a changé. Le marché a eu un peu de volatilité en mars, mais la reprise ne coïncide pas avec l'évolution des bénéfices. On peut dire que peut-être les estimations des analystes sont trop négatives. On a déjà observé dans d'autres situations que les analystes ont une tendance à réagir lentement et excessive après une évolution comme ce qu'on a vécu en mars. Mais en même temps, si on regarde l'évolution des bénéfices historiques et on le compare avec ce qu'étaient les relations avec le marché dans le passé, on doit dire que le marché sûrement est très optimiste sur l'évolution de ces bénéfices dans les prochaines 2 années. Et ça, si je peux utiliser une autre façon pour dire ça, ça signifie que les annoncements de bénéfices qui viennent dans les prochaines semaines et mois vont être très importants pour la volatilité et l'évolution des marchés actionnaires.
Et pour cette raison, comme vous pouvez voir dans la page suivante, nous avons décidé de positionner notre portefeuille d'une manière qui est pas extrêmement défensive, mais un peu défensive, dans le sens qu'on a une exposition aux actions qui est légèrement négative relativement à ce qu'on a en moyenne. Elle est seulement un peu négative dans le sens que nous avons une allocation nominale qui est presque pareil à ce que normalement on a dans les portefeuilles, mais on a rempli cette allocation avec des stratégies qui ont une sensibilité mineure au marché que les actions traditionnelles. Ça signifie qu'on a une partie importante du portefeuille dans des stratégies de min-vol, de volatilité minimale, ou même dans des stratégies qui ont des mécanismes de protection gérés avec des options. D'autre côté, et ça ne devrait pas être très surprenant, on croit que le crédit offre, même s'il y a de l'incertitude même dans le crédit, offre des opportunités intéressantes, et ça signifie qu'on a un peu de crédit en plus qu'en moyenne, mais dans la catégorie de l'investment grade, dans la qualité meilleure du crédit, mais aussi dans le high yield. Et on finance ça en particulier avec une allocation plus modeste, pas zéro, parce que, comme je disais, les titres du gouvernement, ils nous aident à réduire un peu le risque de portefeuille. Mais on a une allocation significativement plus faible dans le gouvernement parce que les taux d'intérêt, le rendement qu'on a et même le rendement futur qu'on s'attend sont très modestes. Et comme ça, comme tu m'as anticipé, Marie-Valérie, je terminais. Et si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les. Merci. Merci José Antonio et doublement merci parce que tenir cette présentation en français, je sais que ça a été un bel effort pour toi et je t'en remercie pour tous nos clients qui étaient connectés. Alors moi, j'ai une question tout de même. Alors bon, c'est mon côté évidemment commercial qui ressort. Bon, je considère, si tu veux, qu'on a une gestion multi-asset qui est très différenciante par rapport, je trouve, à nos concurrents. D'abord parce que on est sur des gestions qui sont internationales, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce type de fonds. On travaille avec des modèles, mais on a quand même aussi, enfin tu l'as expliqué, il y a quand même l'intervention humaine, comme tu dis, on utilise aussi, enfin vous utilisez votre cerveau. Et il y a une chose, d'autant que il y a une question qui a été posée sur le fait que finalement, ni Eric ni toi n'avez réellement parlé dans votre discours, en tout cas intégré une éventuelle deuxième phase de confinement. Et moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu dirais à des investisseurs aujourd'hui qui, pour beaucoup, ont été particulièrement déçus des fonds d'allocation d'actifs, des fonds flexibles, pour diverses raisons. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à nos clients qui nous écoutent, pour essayer de les convaincre? Enfin, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour quand même continuer à utiliser ces produits et plus particulièrement, j'ai envie de dire, les nôtres. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que jusqu'au 1er juillet, vous avez connu nos fonds de droit français sous les noms SLF Défensive, SLF Harmonie, SLF Vitality, et depuis hier, ils se nomment désormais respectivement Swiss Life Fund Multi-Asset Moderate, Swiss Life Fund Multi-Asset
Balanced et Swiss Life Fund Multi-Asset Growth. Bien évidemment, nous vous enverrons à tous une petite communication en la matière, parce qu'on ne veut surtout pas que vous nous perdiez des radars. Et je te laisse, José Antonio, dire ce que tu penses en la matière. Ok. Je crois que tu m'as posé deux questions. Une question, c'était oui, mais c'est voulu. C'est voulu, parce que justement, vous n'avez pas parlé de la deuxième phase, mais peut-être, bon, il y a des raisons je commence avec l'évolution et je parle après de la deuxième phase. Bon, avant tout, je crois que les résultats sont été réellement très, très positifs, spécialement si on compare avec la concurrence, avec ce qu'on appelle en anglais les peer groups. Et oui, idéal aurait été d'avoir 0 action et 0 crédit jusqu'au 16 au 17 de mars et puis avoir 100% de crédit et actions après le 18 de mars et après. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes et en particulier dans une évolution ou dans un cas comme le cas que nous avons maintenant avec la pandémie. Je parlais de supply shock, je ne sais pas comment on dit, je sais Eric, qu'est-ce que c'est le nom correct en français de supply shock? Je ne sais pas exactement comment traduire. Ok. C'est quelque chose que c'est beaucoup plus difficile c'est impossible, parce que c'est la raison pourquoi ça c'est un choc. C'est impossible à prévoir. C'est différent dans une situation, par exemple, qu'on avait en 2007-2008, où on voyait la tempête arriver parce qu'il y avait des problèmes de crédibilité, de valorisation, de défauts, etc. Dans ce sens, je crois que les portefeuilles, ils étaient préparés, en particulier ce que étaient nos stratégies étaient bien préparées pour absorber un choc important. Pas parce que nous savions que la pandémie arriverait en mars, mais parce que nous avons observé que les marchés ils avaient escompté beaucoup de nouvelles, de bonnes nouvelles et n'avaient pas de réserve pour les négatifs. Et ça, si on reste réaliste, je crois que la réaction de nos stratégies a été très bonne. Pourquoi on devrait rester sur cette stratégie? Comme je dis, au moment où nous avons une opinion favorable pour le crédit, mais bon, le crédit réagit aussi aux mauvaises nouvelles et ces opinions vont changer en dépendant de l'information qu'on arrive. Et ça signifie qu'une solution qui est flexible et qui peut investir dans toute cette catégorie d'actifs est probablement plus agile et plus effectif dans un monde où on a beaucoup d'incertitudes. C'est beaucoup plus dangereux de se focaliser sur une classe d'actifs dans une situation comme celle qu'on observe maintenant, on vit maintenant, que d'avoir quelque chose qui a la flexibilité de changer la structure en réponse de la situation. Et peut-être il y avait une sous-question, je crois, sur la préparation sur une possible deuxième vague. Ce que nous n'avons pas réellement construit un portefeuille qui est blindé contre une deuxième vague de la pandémie. D'un côté, parce qu'on croit qu'on peut contrôler un peu mieux. Maintenant, ce n'est pas réellement une nouvelle, c'est un problème sérieux, mais ce n'est pas complètement quelque chose qu'on ne s'attend pas. Et l'autre élément est que si on regarde la façon où nous avons choisi nos investissements, j'utilisais, j'espère que correctement, le mot défensif, et ça signifie qu'on a des soucis que, par exemple, le bénéfice ne va pas monter si rapidement comme le marché s'attend. Alors, on a une petite réserve là qui est là pour absorber
des nouvelles négatives, en particulier dans l'évolution de l'économie, qui à ce moment, je crois, viendra en particulier de la situation médicale. Je ne sais pas, Eric, si tu veux ajouter quelque chose. Non, je suis complètement en phase avec ça. Par ailleurs, moi, je pense qu'une seconde vague ne se traduirait pas forcément par les mêmes mesures de confinement que celles qu'on a connues, qui étaient quand même extrêmes. À la lumière de nos connaissances maintenant sur le virus, sur ses conséquences, sur les populations atteintes, je pense qu'on aurait un confinement plus ciblé, à mon avis, qui donc aurait sur l'économie peut-être un impact moins fort que celui que nous avons vécu. Et José Antonio, encore une petite question. Un investisseur qui serait aujourd'hui positionné sur nos produits ou qui envisagerait de le faire, à quel comportement peut-il s'attendre? Alors bien évidemment, hein, je le rappelle, on a trois profils. Un profil qui est extrêmement conservateur, avec une exposition action qui est aux alentours de 30-33% aujourd'hui, qui peut aller plus haut, et position action sur laquelle d'ailleurs vous jouez entre des fonds qui vont être à bêta assez faible parce que ce sont des fonds en minimum volatilité. Tu peux peut-être d'ailleurs rappeler un peu sur quel type de produit vous êtes investi, mais on peut aussi aller sur un profil un petit peu plus dynamique comme justement multi-asset balanced, dans lequel aujourd'hui on peut penser que dans l'éventualité d'une reprise, en tout cas pour les années à venir, parce que je pense qu'on a beaucoup de personnes présentes qui nous écoutent, qui travaillent au travers de l'assurance vie. As-tu un avis là-dessus entre tel ou tel profil et surtout de ce que ça peut apporter en termes de comportement pour les années à venir? Bon, premièrement, j'aimerais souligner le fait que c'est très important de choisir le profil de risque en fonction de sur les caractéristiques du client. Et je crois que c'est pas une bonne réaction d'être trop défensif parce que le monde c'est beaucoup plus compliqué. C'est trop tard pour se faire ça. Et le risque, c'est de manquer une partie de rebond. Et de réduire de manière permanente ce que le rendement attendu futur. En même temps, je ne crois pas que c'est idéal de faire le contraire. Ça signifie que ce que je ferai, ce que je aussi discuter avec des collègues en Suisse, c'est d'être sûr que le client n'est pas excessivement défensif. Et ça signifie que le choix de stratégie n'est pas au-dessus de la capacité d'accepter la volatilité. Parce que le message, c'est on est modestement, prudemment positif sur l'évolution future, mais en même temps, ça va être une route très, comment on dit, accidentée, volatile, et on doit être dans une position d'accepter ça. Et il y a un élément qui est, disons, objectif, la capacité de prendre risque en termes des réserves financières, etc. Mais il y a aussi un élément important que c'est la capacité d'absorber des risques psychologiquement. Si on souffre chaque fois qu'on voit une mauvaise nouvelle sur les actions, alors on doit faire attention parce que la réaction va être de réagir de façon mauvaise en réduisant le risque dans le pire moment. Je crois que d'une manière objective, c'est réellement une situation où j'utiliserai mon potentiel de risque, mais on doit réellement aussi comprendre si le client, l'investisseur, est
est capable d'absorber ces situations parce que, comme je disais, l'évolution va être volatile, il y a beaucoup d'incertitudes, et en particulier dans cette année avec les élections américaines et la personne qui est couramment le président qu'on connaît, ça va être réellement, comment on dit, ce truc qu'on a dans les parcs de divertissement, ce train Les montagnes la russes. montagne russe. Les montagnes russes. Oui, exactement. Ça, avec une tendance positive, mais avec beaucoup de ups and downs. Ok. Eh bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions arriver. Nous avons un petit peu dépassé le délai qui nous était imparti. Je vous remercie vivement tous les deux. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Il pourra être réécouté. Nous transmettrons le lien. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et espère vous revoir en présentiel très vite ou en tout cas le plus vite possible. Et bonnes vacances pour ceux qui commencent à partir, évidemment. À bientôt, merci. Merci, bonne journée. Merci.